bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo concernant le jeu de cartes à collectionner Lord of the Rings TCG de Decipher de 2001. Alors, je suis content de vous retrouver là dans cette nouvelle petite aparté ludique pour, eh bien, comme vous l'avez vu dans le titre, alors pas une analyse, mais juste une revue de quelques-uns. Alors j'ai pris 2 decks, je pense que ça peut être, on peut regarder les autres, mais déjà si on arrive à bien regarder en fait les cartes que j'ai mis dans ces 2 decks là, que je jouerai peut-être au championnat de France, ou alors ils seront modifiés, ou je sais pas encore en fait, mais voilà, j'avais fait 2 decks. Il y avait un peu la hype chez moi à un moment donné, il y a quelques mois, il y avait des potes qui voulaient tester, donc j'avais monté vite fait des trucs intéressants. Donc je voulais, surtout pour ceux ou celles qui seraient intéressés à commencer le jeu ou à s'y remettre, regarder de nouveau un petit peu ce qu'on peut faire, les typologies, grosso modo, alors j'ai pas fait des trucs exceptionnels, mais voilà, les typologies des différentes cultures. Et puis voilà. Allez, donc j'enfourche mes binocles et on y va. Alors, on va commencer avec ce petit deck que j'avais fait, on l'avait déjà vu d'ailleurs sur la vidéo avec Ludo, avec Professeur Arturo là. Donc il s'agit de Gimli, effectivement la version rare première, donc quand je dis première c'est à la Compagnie de l'Anneau, hein, Fellowship of the Ring. Attendez, ce que je vais faire c'est que je vais garder voilà, le Adventure Path dans ma main, et je pose le deck ici. Alors, ce deck là, rien d'exceptionnel, hein, mais c'est pour vous montrer un peu les nains, pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu. Donc on est à peu près dans les mêmes ratios que les elfes, c'est-à-dire c'est des persos qui coûtent 2 quand ils sont nommés, on va dire. Donc là par exemple, donc, en compagnie, je vais commencer avec soit... Attendez, hop. Donc déjà, Gimli c'est sûr. Donc le porteur d'anneau, là j'ai mis un Frodon Means of Moria, parce que c'est celui-là que je trouve le plus utile en premier bloc, puisqu'il met des trucs sur lui à -1. Le coût de chaque possession, artefact, ou même récit joué sur Frodon de -1, donc ça reste intéressant pour pas donner trop de points à l'adversaire. Mais voilà, ce Gimli là, alors je dis pas que c'est le meilleur, j'aime bien la version Means of Moria, mais celui-ci en fait on peut l'affaiblir pour qu'il gagne plus de renforce, ça peut sauver un combat. Voilà, ça peut sauver un combat, éviter de se prendre des gros damages par des Urukai notamment, donc ça reste assez utile. Et donc, après c'est un petit peu qui tout double quoi, c'est-à-dire que là vous avez effectivement donc 2 personnalités, une qui est sortie en première Fellowship of the Ring, l'autre qui est sortie là en Means of Moria, le 2 là ça indique Means of Moria. Et du coup il y en a un qui est en gros, c'est quasiment les mêmes, sauf qu'il y en a un qui est plus fort contre les orques, lui il a plus 2 en force contre les orques, donc il est à 7. Et Fror lui il est à +3 en force contre les Urukai. Donc voilà quoi, ça potentiellement, ça permet je vais dire, de couvrir un grand panel de monstres possibles. Alors ça couvrira pas la faction Nazgûl, ça couvrira pas certains mobs particuliers, le guetteur de l'eau, des hommes en particulier, mais franchement, Orc et Urukai, c'est des trucs qu'on rencontre super souvent dans ce jeu, donc je me suis dit, je choisis l'un ou l'autre, au pif, si je sais pas ce que l'autre joue, et puis, voilà, on va, je sais pas, admettons que ce soit celui-là qu'on choisisse. Hop, l'autre il revient dans la pile. Alors, vous voyez, donc 4 points de compagnie, hein, ça va vite, hein, 2 et 2, 4. Hop, et puis qu'est-ce qu'on a mis, donc, enfin, qu'est-ce que j'avais mis dans le site path. J'avais mis, excusez-moi, c'est un peu sale là des fois. Donc ça, c'est le fameux site en Fellowship où vous affaiblissez un hobbit pour jouer un compagnon ou un allié à -1. Ça, c'est une plaine en combat, et bien vous allez affaiblir un compagnon ou un séide, donc soit vous, soit l'ennemi, effectivement, pour faire que cette personnalité gagne plus de renforce. Ça, c'est traître, hein. Faut faire vraiment attention. Donc pour 2 de crépusculaire que ça donne. Ensuite, Council Courtyard, donc un sanctuaire, quand la compagnie bouge d'ici, donc jusqu'au site 4, on retire 2, donc c'est vraiment bien pour s'équiper. Voilà en fait le Great Chasm en underground, donc un souterrain. Là, le coup du premier archer Moria joué à chaque phase de Shadow, donc à chaque fois qu'on passe par ici, finalement qu'une compagnie passe ici, est de -2. En plus ça donne 4, donc ça c'est super. Je pense que vous avez compris où je veux en venir, hein, c'est que la partie mob de mon deck nain, vous allez le voir très rapidement, c'est du Moria. Voilà, donc là évidemment on ne voit rien, tac, voilà, Moria ici.
Bon, bah le pont de Khazad-dûm, ça, pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, dans le premier arc, le premier bloc, on va dire Fellowship of the Ring, Mines of Moria et Realms of the Elf-Lord, il n'y a que ce site 5 là, de toute façon. Donc, voilà, un souterrain encore. En nombre, vous jouez votre Balrog de votre pioche ou de votre main, et il coûte -6. Donc ça, c'est génialissime. Voilà. Donc en plus, ça donne 6. La version commune du Balrog qu'on avait vu dans une autre vidéo coûte 12, donc ça vous le fait payer à 6. Bah franchement, voilà, c'est donné. Si vous préférez jouer la version rare qui coûte 14, de Mines of Moria aussi, bah c'est bien, mais il faut jouer à un autre mob avant en fait. Si l'un veut pas avoir de minions, l'autre oblige à jouer à un orc avant. Puis il y a d'autres Balrog après, voilà. On continue encore avec un nouveau sanctuaire, mais bon, ça donne 3, et voilà, le coup du premier orc encore, de la Moria, pas forcément un archer, dans chaque shadow phase donc chaque phase d'ombre finalement est de -2, donc encore une fois vous jouez vos petits mobs très facilement. Confluent en Duin, là, donc c'est une rivière. Quand la compagnie avance jusqu'à ce confluent, eh bien vous pétez tous les alliés. Donc voilà, ça peut être assez dramatique, ça donne 6 en plus. On arrive au site 8 à Brownbanks. Alors Brownbanks, enfin Terre Brune du coup, c'est une rivière, et pour chaque séide archer dans les terres brunes, pardon, le total d'archerie des séides est de +1. Vous imaginez, donc ça vous l'avez compris, hein, c'est un jeu archer. Donc bon bah vous démultipliez les flèches, donc ça fait potentiellement des gros trous en face. Parce que ça compte que pour les archers en fait, enfin ça compte que pour les séides. La compagnie elle ne démultiplie pas ses flèches. Et enfin, en site 9, on a le sommet donc de Amon-N qui donne 8 épans. Et en fait quand la compagnie avance jusqu'au sommet d'Amon-N, eh bien chaque joueur Shadow peut, donc d'ombre quoi, peut piocher une carte pour chaque burden qu'il peut montrer. Voilà, et on a fait le tour. Bon après, il y a dans certains decks, moi je mets des fois des sites un peu par défaut parce qu'ils correspondent pas forcément à ce que je joue, que ce soit en gentil comme un méchant. Bon là, voilà, on va juste regarder un peu quelques cartes, quoi. Puis je vais vous montrer un peu comment on équipe un nain pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu. Vous allez voir que c'est très intéressant. Si je prends l'exemple du nain, c'est que souvent, bah, il y a une foultitude de cartes qu'on va commencer à lui mettre, et puis il devient super costaud. Alors ça a été limité à 1 hein, par personne, de souvenir. Vous mettez ça sur un nain, et bien il gagne +1 de points de vie, donc ça coûte 1 à mettre dans la poule. Et ensuite, en combat, vous pouvez la péter pour faire que le porteur de ça, donc cette situation, hein, condition en anglais, eh bien, gagne +1 en force. Généralement, on l'utilise jamais trop pour ça, on l'utilise surtout pour faire gonfler les points de vie. Hop, donc ça, vous voyez, pour 1, vous faites qu'un de vos nains, en fait, a +2 en force ou +4 et damage +1 s'il possède 2 armes de poing, enfin de mêlée du coup. Là, eh bien, donner +2 en force ou +3 s'il porte une arme de mêlée nain à un nain pour 0. Vous voyez, donc ça c'est des boosts. Une hache naine, le détenteur doit être un nain pour +2 de force, 0 à payer. Chaque fois qu'un séide d'un joueur de l'ombre perd en combat contre le détenteur, donc contre le nain quoi, ben, ce joueur défausse la première carte de sa pioche. Vous voyez, donc ça peut être pas mal, un jeu qui va vider en fait la pile adverse. Vous associez des cartes comme ça côté gentil, et en côté méchant vous prenez des saurons, je vous en avais parlé, des saurons il y en a beaucoup dans le premier arc, qui permettent en fait de, s'ils gagnent un combat ou en s'exerçant, ils peuvent, en s'affaiblissant quoi, ils peuvent vider finalement une carte de la main de l'adversaire ou bien de sa pioche. Voilà, un brassard, donc ça c'est vraiment une possession brassard, vous lui collez, si le détenteur donc sur le point d'être blessé, défaussez cette possession pour éviter la blessure, ça coûte 1, ça donne +1, ça mange pas de pain, hop là, voilà, donc on lui colle déjà ça, il a toujours pas d'arme, hein, Gimli, hein. Il est à 7, 4, toujours pas d'arme. Ça, faut les mettre sur chaque nain, c'est vachement bien, puisque c'est une arme de main qui peut se mettre en plus d'une autre end weapon. En archerie, vous pouvez, dans la phase d'archer, bousiller en fait cette carte-là, pour gagner plus une flèche. Voilà, en gros, ça simule le fait qu'il balance sa petite hache, quoi. Donc une petite hache de main, hop là, allez, là continue. Voilà, la hache de Gimli, c'est du coup une rare, parce que voilà, les haches communes, vous avez vu ce que c'était tout à l'heure, vous pouvez les trouver facilement. Alors c'est pas mal, ça coûte 2 à la place de l'autre qui était à 0, mais donc +2 en force et damage +1 encore. Donc ça veut dire s'il gagne un combat, il recolle une claque en plus des 2 de base qu'il fout.
Et à chaque fois qu'il gagne un combat, eh bien vous pouvez effectivement faire une blessure sur un orc. Sur un orc seulement, hein. Voilà, il faut que ça tombe bien, mais bon. Déjà, rapidement, votre Gimli est censé être comme ça, si vous voulez. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 10 de force, 4 points de vie. De base, quoi. Voilà une petite situation. Vous le mettez chez vous pour 2, ça bouge plus. Chaque nain que vous avez a damage plus 1. Voilà, donc là, c'est la fiesta, quoi. Ça, on peut lui mettre, il a toujours pas d'anneau. Allez, plus 1 en force, plus 1 point de vie. Donc ça fait partie du set réflexion, hein, vous avez vu, 9 rares, voilà. Donc si le porteur donc, de cet anneau gagne un combat, vous le défaussez, enfin vous défaussez cet artefact pour affaiblir chaque orc. Ça sert pas à chaque fois, parce qu'il y a beaucoup d'orcs qui ont que 1 point de vie, par exemple. Mais bon, c'est toujours ça. C'est toujours ça de bien. Parce que là, vous voyez, on arrive facilement à 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 5 points de vie. Bon, voilà, vous avez compris le truc, les nains vont gonfler parce que vous allez leur... Généralement, vous avez un gros ton ou deux à peu près équilibrés, mais moyennement forts. Puis après, avec les événements de combat, bah, facilement, on arrive à gagner régulièrement des combats. Voilà le papa de Gimli, l'ami de Thorin. Pour chaque récit nain que vous pouvez désigner en jeu, quoi, eh bien, Glowin a plus 1 en force. Bon. Là, je l'ai mis juste parce qu'il me fallait des compagnons nains. Hein. Je suis pas ultra fan de Glowin. Farine, par contre, lui, je le trouve plus utile. Voilà. Donc ça, évidemment, voilà, ça c'est le côté méchant. On y reviendra tout à l'heure. Bon, bah voilà, on a déjà mis un brassard. On peut pas donc en remettre un. Voilà un nouveau petit compagnon. Alors, chose, fun fact, de souvenir. Je peux me tromper, mais je crois que c'est ça. Dans la règle, vous avez le droit en phase de compagnie de vous défausser d'un compagnon pour retirer une blessure d'un autre compagnon qui a le même nom. C'est faisable, mais ce n'est faisable que sur les gens qui sont uniques. Si je me défausse d'un Gimli, je peux me soigner Gimli d'une fois. Si je me défausse d'un Frodon, idem. Par contre, si c'est juste un garde-nain pas unique, eh ben, a priori, on ne peut pas le faire. Voilà. Bah écoutez, on a passé en revue un petit peu le gros. Alors il y a aussi le home de Gimli, il ne peut pas prendre plus d'une blessure à chaque combat. Défausser le home de Gimli pour lui éviter toute blessure, ça coûte 0. Allez hop, on continue. Vous voyez, c'est ça en fait. Ça c'est pour vous montrer, donc plus 2 en force pour un nain pour 0, ou plus 4 s'il est dans un souterrain. Voilà, je pense que vous avez compris, hein. Rapidement les nains, vous allez commencer à les équiper... pour qu'il puisse aller très loin par Mons et par Vaux, ça, voilà, une armure, il n'en avait pas encore Gimli, voilà, il peut pas se faire submerger, sauf si la force adverse est de 3 fois supérieure à la sienne, et non 2 fois. Enfin voilà, il arrive très rapidement à des trucs indécents, quoi, voyez. Parce que, bon, alors le problème qu'il peut avoir, c'est damage plus 1, c'est défendeur plus 1. Il n'est pas défenseur plus 1. Alors je crois que j'avais mis une carte au moins, ça peut toujours sauver la vie. Je sais plus où est-ce qu'elle est, attendez, je vais la passer en vue rapidos. Je sais même pas si ça se trouve je l'ai dégagée. Du coup, il va peut-être falloir que je la re-rentre, parce que souvent en nain, quand je perds, je me dis que je perds parce que des fois, bah, je me fais submerger, parce que juste un nain n'a pas pu prendre... deux personnes. Voilà. Là, par exemple, c'est une erreur du deck. Il faut que je mette cette... c'est une carte qui vous permet de rendre un nain... Alors, c'est une carte première, hein, de Fellowship of the Ring. Compagnie de l'Anneau, première édition, qui est une carte commune, je crois, de souvenir, ou un Unco. Est-ce qu'elle est première édition ou Means of Moria? J'ai toujours un doute. Enfin bref, c'est un truc qui vous permet de vous jouer ça en manœuvre ou en nombre, et vous allez pouvoir avec votre nain récupérer un... Enfin, vous mettez un défendeur plus 1 sur le nain, ce qui fait qu'il va pouvoir prendre donc 2 monstres, et donc éviter à Frodon, par exemple, une déculottée certaine. Allez, on va regarder rapidos ce qu'on a en Moria. Moi, j'adore cette faction. Vous voyez, archer, il coûte 3, bon, roaming jusqu'au site 4, ça veut dire qu'il coûte 2 de plus jusqu'à ce que vous arriviez au site 4, pour un 7 de force et un point de vie. Mais à la limite, un point de vie, on s'en fiche, lui, il vient juste pour tirer sa flèche. Puis après, il est quand même emmerdant, parce que 7, faut quand même le gérer. Il y a voilà, vous voyez, les personnages de base, ils sont pas forcément 7 de force. Le jeu est bien équilibré, hein, quand même. Là, bah, grâce à ça c'est pareil, c'est une carte maîtresse de Moria, ça, bah, en nombre. Eh bien vous allez jouer un orc de votre pile de défausse. Ça se recycle en permanence, voilà, pour 0. Goblin Runner, pareil, une carte maîtresse. En gros, quand vous le jouez, bah, vous gagnez 2. Comme il coûte que 1, si vous êtes à partir du site 4, quand vous le jouez, bah, vous gagnez 1. 1 d'ombre, donc un sou encore à dépenser.
Bon, voilà, ça c'est des jeux pour submerger, c'est génial. Donc il y a plus efficace que le Moria Archer hein, pour submerger. Le Moria Archer, c'est surtout beaucoup de blessures avant le combat. Pour submerger en Moria, c'est mieux de mettre plein de petits mobs. Comme ça, il y en a d'autres hein, qui coûtent rien, qui sont beaucoup moins chers. Vous les gardez dans votre main tour par tour, puis à un moment donné, blam, dès que vous avez quelques points, vous mettez tout, et puis là, vous avez une chance de submerger le porteur. Les troupes de la Moria, pour 6, il a donc 8 en archer. Enfin, c'est un archer qui a 8 et 3 points de vie. Les 3 points de vie sont assez sympas. Et en plus, quand on peut montrer un autre archer, eh ben, on ajoute une flèche au total. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est super. C'est Means of Moria, toujours, hein, voilà, 2U. Qu'est-ce qu'on a d'autre en combat, eh bien, vous faites qu'un de vos orques gagne plus 2 ou plus 4 s'il combat un archer. Toujours une petite surprise. D'avoir des orques qui gonflent en combat, c'est jamais attendu, donc c'est vraiment sympa. Bon, ça, c'est la petite version hein, du Marksman. Donc le Bowman, quoi, et c'est un 4 de force, voilà, mais il coûte que 2, un archer. Autant dire que ça fait le café, ça c'est génialissime, pareil, hein, c'est une bonne petite rare Means of Moria. Il coûte 4, 8 de patates, 2 de vie, et toujours pareil, un site 4. Et du coup, il est archer, tous les autres archers ont plus 2 en force. Donc ça, autant de vous dire, là j'en ai mis 2 ou 3 dans le deck, quand vous le rentrez et que ça sort régulièrement avec d'autres, bah voilà, déjà les autres ils sont plus stock, c'est cool. Bon, le Balrog on ne le présente plus, hein. Unique, 14, il coûte 14, donc moins 6 au prompt de Khazad Doom. 17 de patates, 5 points de vie, home 4, damage plus 1, acharné, donc il rattaque une deuxième fois, donc nouvelle assignation. Votre adversaire devra la assigner une deuxième fois à un autre perso ou le même s'il est vivant. Mais pour le jouer, vous devez montrer un orc, vous le discardez, enfin, vous le défaussez, s'il n'est plus dans un underground, c'est-à-dire que si la compagnie avance, lui s'il vous suit, s'il apparaît au grand jour, il est plus dans un souterrain, il pète. Et en Shadow, il a un super truc, donc en ombre, vous pouvez l'affaiblir et retirer 2 pour jouer un orc de votre pile de défausse. Enfin voilà, c'est génial. Là, vous avez une arme à 0 pour plus 2. Le porteur doit être un orc. Quand vous jouez cette possession, vous pouvez piocher une carte et ça n'arrête pas. Et voilà, donc c'est vraiment multi-combo Moria, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore peut-être parce que aussi, l'une de ma première rare, quand j'avais acheté mon premier starter, c'était le Troll des Cavernes, que je ne joue pas ici, je joue dans un autre jeu, je crois. Et vous avez un dernier archer là qui est sorti en première, en fellowship, avant tous les archers là qui sont arrivés en Means of Moria. Il y avait quand même celui-ci, bon il coûte très cher, il est pas très efficace, je l'ai mis, bon. Il coûte 5 quoi, pour 4 de force seulement, mais 3 points de vie. Tant que vous pouvez dessiner un autre orc que Moria, le total d'archers de la compagnie est de moins 6. Alors ça par contre, bah, quand ça tombe et que vous jouez contre des elfes qui veulent balancer plein de flèches en tout à tir larigot, bah c'est super parce qu'au moins ça évite que vos orques se fassent bousiller avant le combat, quoi. Surtout que vous voyez, pas beaucoup de vie. Bref, c'était une petite présentation d'un petit quart d'heure sur un jeu que j'aime bien, mais là je vois déjà 2-3 trucs à changer, vous voyez, donc c'est bien, hein. Comme ça je réfléchis à ça avec vous. Allez, on va regarder rapidos, je sais pas combien de temps fera la vidéo, là on va essayer de passer un peu plus vite, hein. Vous montrer un peu qu'est-ce que c'était Hobbit sur le premier arc. C'est la version Frodon rare de la première édition donc de la Compagnie de l'Anneau, héritier du vieux Bilbon. Alors je dis rare oui parce qu'elle l'est, mais franchement si vous la voulez, elle doit coûter à moins d'1 € sur internet, hein. C'est pas... On n'est pas sur Star Wars CCG là, hein. C'est très facile d'avoir les persos dans ce jeu là. Donc lui, ben voilà, hein, classique, résistance 10, ça veut dire il prend 9 burden avant de crever. Enfin 10 burden et ensuite il est corrompu. 3 de force, 4 de vie, ça c'est le ratio de base des hobbits. Donc ils ont beaucoup de points de vie, c'est vraiment des sacs à PV. Et puis en dessous là, le saut là, qu'il a, ben, c'est le saut Gandalf. Mais bon, après c'est pas très intéressant, hein. Voilà, bon bref. Au début de chacun de vos tours, vous pouvez guérir un allié hobbit. Et ça c'est classe. Donc là, toujours pareil, hein, je vous montre des versions de l'anneau, mais on s'y attarde pas parce que c'est l'anneau normal en fait. Donc celui-là est en polonais, mais l'anneau normal, c'est en manœuvre, vous mettez l'anneau et jusqu'à la phase de ralliement, chaque fois que vous prenez une blessure, à la place vous prenez un point fardeau. Voilà. Et ensuite, il l'enlève à la phase de ralliement. Donc il y a Frodon. Lui, il va guérir un allié hobbit. Il y a Sam qui va le suivre et en manœuvre, donc c'est le Sam mine de la Brea qui est génial. Vous affaiblissez Sam 2 fois pour le rendre défenseur plus 1 jusqu'à la phase de ralliement. En gros, il va se sacrifier pour prendre 2 gros mobs. Réponse, si Frodon meurt, faites Sam le porteur de l'anneau. Je crois que je m'en suis tellement servi, comme pas mal de monde j'imagine, comme une sorte de chair à canon, que je l'ai jamais, ou peut-être 1 ou 2 fois, je m'en suis servi pour éviter, pour finir le jeu, alors que Frodon venait d'être corrompu ou
ou mort, je sais plus, enfin bref. D'ailleurs, si Frodon meurt, voilà, ça je crois que c'était quand il avait crevé. Peregrine Took. Donc, Monsieur Took en compagnie, vous pouvez jouer Gandalf ou Aragorn, son coût crépusculaire est de -2. Ça réduit le coût d'un Gandalf ou Aragorn si vous l'avez à jouer. Un 3-4 qui fait que ça. Voilà. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'avoir mis cette version-là, mais bon, c'est pas grave. Version première de Meriadoc Brandbook, de par le Brandevin, et quand il porte une arme, lui, il a +2 de force. En fait, c'est le plus mastoc des hobbits, hein, celui-là. À chaque fois, enfin en tout cas, jusque dans le premier set, il est de bonne aloi de l'équiper. Alors, on va rapidos, oui, parce que c'est un hobbit Sauron. Donc évidemment, là, on voit le gros bestiau. Juste pour passer en revue rapidos les différents sites. Pourquoi je les ai dans cet ordre-là? C'est bizarre. Hop là, voilà. Alors, Pays des Collines Vertes. Le coût crépusculaire de chaque hobbit est de -1. Allez, bim, parce qu'évidemment, vous allez voir qu'il y a une palanquée d'autres hobbits, mais en dessous, c'est-à-dire dans la ligne des alliés, qui vont pas forcément monter en combat, sauf si on leur permet, mais qui vont proposer énormément d'aide et de game text intéressant pour la compagnie. Excusez-moi. Alors, donc au site 2, c'est le Buckleberry Ferry, donc une rivière. Tant que vous avez que des hobbits dans votre compagnie, pardon, eh bien, il n'y a pas d'assignement et de phase de combat à ce site. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc là, on va vous avancer, vous continuez, vous gambadez jusqu'à la chambre de Frodon, un sanctuaire du site 3. Compagnie, jouez un hobbit pour piocher une carte. Et voilà, et ça continue comme ça. Le deck tourne bien. Col de Caradras, une montagne en ombre désignée un séide. Isengard pour jouer une carte de climat de votre pioche. Donc ça, c'est sûrement par défaut que je l'ai mis parce que bon, c'est un peu dangereux quoi. Mais en même temps, je me suis dit dans les autres, si il y a peut-être les caves de Dunedain. Enfin, voilà. Il y a peut-être un autre site plus intéressant, Underground à la Moria, qu'il faudrait jouer plus que ça, parce que si on tombe contre un joueur qui joue Isengard, vous voyez, c'est pas du tout bien construit, quoi. Il va se servir de ce site contre moi. Le pont de Khazad-dûm pour le Balrog à -6, on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est chez Galadriel, une rivière, un sanctuaire, donc site 6, qui donne 3. Quand la compagnie bouge donc dans la vallée de Silverlord, là, chaque hobbit compagnon peut guérir, c'est-à-dire que quand vous arrivez ici, vous pouvez déjà guérir une fois chacun de vos compagnons, et ensuite si vous vous arrêtez et que vous repartez, vous pourrez re-guérir les 5 fois réglementaires du fait que ce soit un sanctuaire. Le grand fleuve, donc le site 7, donc il donne 6 de crépusculaire, en rivière, donc une rivière. Tant que la compagnie se trouve au grand fleuve, il est interdit de jouer des cartes, des pioches ou des piles de défausse. Donc ça aide pas mal contre de la Moria, contre certains trucs, Isengard. Site 8 qui donne 9, c'est vraiment un gros chiffre là. Vous montrez 5 séides pour prévenir pour empêcher du coup la compagnie de rebouger ce tour-ci. Donc ça aide beaucoup si vous avez pas mal de séides. Ça évite que le joueur, s'il peut encore aller à sa move limit, donc sa limite de déplacement encore une fois dans le tour, et arriver au site 9 et finir le jeu avant vous, bah ça le freine quoi. Et enfin, Emin Muil, donc qui donne 9 aussi, en site 9, en manœuvre, vous affaiblissez un séide pour le rendre acharné jusqu'à la phase de ralliement. Et ça c'est génial, parce que si jamais c'est pas moi qui suis en premier avec ce jeu-là, bon, celui-ci il est un peu particulier, vous l'avez vu, vous le lisez, il est très fort, on en reparlera peut-être dans d'autres vidéos. C'est une rare plus de réflexion, donc il était un peu complexe à avoir celle-ci. Les orques, en fait, de Sauron, de cette faction-là, là, avec l'œil, ils sont un peu boudés, généralement, parce qu'ils coûtent cher, et ils coûtent d'autant plus cher que eux, ils commencent à être joués à leur vrai prix qu'à partir du site 6, sinon avant, c'est toujours plus 2. Et par contre, les effets, c'est assez efficace, je trouve. 9-3, c'est un bon ratio, même pour quelqu'un qui coûte 3. Tant que ce séide détient une arme, il a plus 2 en force. Donc non seulement son arme lui donne de la force, en général, mais encore plus fort, celui-là. On va passer un peu les hobbits, hein, voilà, bon, je vous les passe rapidement, là, je voudrais juste qu'on parle un peu des monstres. Les hobbits, vous voyez, Sam a plus en force, compagnie affaiblissez Rose pour guérir Sam, Rose c'est elle. Lui, en fait, c'est génial, au début de chacun de vos tours, guérissez cet allié, et du coup, en compagnie, vous affaiblissez cet allié pour guérir un autre allié hobbit dont la demeure est site 1, et ainsi de suite, demeure 1, home 1.
Voilà. En fait, ils se combattent entre eux. Il y en a un qui soigne l'autre, qui va soigner Sam, qui va soigner machin, qui va donner de la force à l'autre, etc. Ça, c'est génial. Une promesse. Je me demande si elle n'a pas été ratée pour qu'elle soit unique, parce que moi je la joue en plusieurs et c'est juste super fort, quoi. Une situation qui fait que vous jouez ça chez vous, et tant que vous avez Frodon et Sam, qui aucun d'entre eux n'est épuisé, c'est-à-dire qu'il leur reste que un point de vie, et ben ils gagnent chacun plus un de force. Ça, c'est pour retirer l'anneau. Ça a été raté. Ça, c'est pour éviter qu'un Hobbit se fasse submerger, à moins que la force du camp adverse soit 3 fois supérieure à celle du Hobbit. Petit frontalier. Affaiblissez l'ancien pour guérir Frodon ou Sam. Donc c'est génial, vous avez compris, avec l'autre là, bah, il va se soigner, lui il va s'affaiblir pour soigner un, mais du coup il va pouvoir se faire guérir après par un autre, par Frodon, voilà. Frodon qui va à chacun du tour guérir un allié Hobbit et ça combotte. Bon voilà, Peregrine Took, pourquoi je l'avais mis celui-là? Parce qu'il y a un Gandalf qui se balade dans le jeu, comme ça vous pouvez le jouer éventuellement à moins que 4, parce que Gandalf c'est à chaque fois 4. Au début de votre tour, vous pouvez piocher une carte, voilà. Bon, pourquoi pas. Bon, c'est un sac à point de vie, hein. Là, il a un Signet Aragorn. C'est le Gandalf fixé en fait de Mine de la Moria. Des épées Hobbit pour 1, 2 de force sur un Hobbit. Ça, c'est pour annuler un combat du site 1 au 4. Ou sinon, après le site 4, vous donnez plus 3 en force à ce Hobbit pour 1. Vous voyez, donc là, il y a Bilbon. Enfin, voilà, quoi. Le Permagot. Affaiblissez le Permagot pour guérir Merry et Pippin. C'est multi-combo. Franchement, ceux qui connaîtraient pas le jeu et qui veulent essayer un truc un peu marrant, ben, essayez de vous faire un jeu Hobbit un jour, vous allez voir, il y a des préconstruits Hobbit aussi, peut-être un peu moins intéressant que celui-là, parce que là j'ai vraiment mis les alliés de choix en fait, pour pouvoir les comboter entre eux, mais franchement je pense que c'est un des jeux les plus fun à jouer. Là vous avez un orc de Sauron tracker, qui fait que la pénalité d'errance de chaque mob de Sauron est de -1, donc au lieu de jouer vos gars à +2, vous les jouez qu'à +1, avant le site 6. C'est ce qu'il fait, hein, voilà. Donc lui, évidemment, vaut 5, par exemple, à poser avant le site 6, mais après, tous les autres du tour bah, coûteront -1 et pas... Enfin, coûteront +1 et pas +2. En combat, vous pouvez affaiblir ce séide pour blesser une personnalité qu'il combat. Donc voilà, ça c'est une des spécialités de Sauron, c'est-à-dire faire des combats, enfin faire des blessures avant la résolution du combat. Donc soit en archerie, soit en skirmish. Donc en skirmish, ça veut dire combat, quoi. Vous affaiblissez ce séide pour blesser le caractère qu'il combat. Enfin voilà, moi je trouve que c'est super fort. À côté de ça, vous mettez des Undead Foe comme ça, des ennemis sans pitié. Un événement première. Si un orc de Sauron gagne un combat, et ben vous le rendez acharné, donc il rattaque. Enfin voilà, il fera rapidement, ils peuvent devenir très très pénibles. Voilà, là c'est +2, encore +2 pour 1, c'est une arme hein, à mettre sur un de vos orques s'il combat un homme ou un elfe. Donc comboter avec ce type là, qui si jamais il combat un homme ou un elfe, ça fait 9 +2, plus encore 2 pour lui, +2 là-bas si c'est... Enfin bon voilà, il monte à 13 le gars pour rien quoi. Ça c'est pour blesser un allié pardon, en manœuvre, je vais y arriver, vous l'affaiblissez ce CI là. Ça, c'est pas dans les meilleurs monstres, hein, mais bon, voilà. Franchement, vous voyez, là, ce monstre rare-là est moins efficace, je trouve, qu'un truc comme ça, alors que c'est qu'une commune. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est quand même bien balancé au niveau des équilibrages d'importance des cartes au niveau des raretés, je trouve, dans ce jeu-là, clairement. Voilà, là, pour 1, vous donnez +2 en force, en arme, donc à un de vos orques. En combat, vous retirez 1 pour donner au détenteur +1, et ainsi de suite, jusqu'à +3, tant que vous avez à dépenser en action de combat. Ça, on l'avait vu dans un booster que j'avais ouvert, je sais pas si dans quel ordre vous verrez les vidéos. Vous l'affaiblissez, vous affaiblissez donc en ralliement, donc après le combat, ce séide, s'il a pas été, effectivement, s'il a pas perdu son combat, sinon il lui reste généralement qu'un point de vie, dans le meilleur des cas, pour blesser un compagnon, sauf le porteur. Voilà, vous allez là vous allez blesser un orc pour blesser un compagnon qui le combat dans le combat. Voilà, quand vous jouez une arme sur ce séide, ajoutez 2, donc 2 points de crépuscule, donc 2 argent pour ce chef de clan orc. Et voilà, quoi, on a du dégât direct. Celle-là, elle est belle, hein, elle est en foil. Voilà. Un air d'être faux encore. Et voilà, ça, je voulais vous la montrer. 8, ça, c'est une des cartes maîtresses de Sauron dans le premier arc. N, en manœuvre, bah, vous affaiblissez un orc de Sauron pour blesser un compagnon. Bam, sauf le porteur, direct. Voilà, donc ça, c'est... spécialité Sauron, j'ai envie de dire. Un petit Merry en polac. Ouais, en fait, vous avez vu, j'ai plein de cartes polac parce que j'avais ouvert
une boîte, bah, celle que dont je vous avais montré une boîte de réflexion il y a longtemps, et dans la boîte de réflexion, bah, il y avait il y a des cartes étrangères, et généralement elles sont d'une langue particulière, du coup si vous ouvrez une réflexion, vous pouvez tomber sur que des cartes allemandes avec les cartes anglaises, des fois des cartes françaises mélangées, mais là moi j'étais polonais, donc c'est bien, c'est une langue un petit peu exotique, donc c'est cool, une langue slave, qui correspond bien je trouve à l'idée des orques, aucune insulte, hein. Mais voilà, ça rend un truc un peu froid. Bon, bref. Euh, voilà, la version commune du Balrog. Orc Trooper. Pour chaque carte dans votre main, bah, ce gars-là va gagner plus 1. Je pense que je peux le virer. Celui-là, il est pas si bien que ça. Et ce chasseur de Morgul qui avait été édité dans les anthologies en Tank War d'ailleurs, je me souviens. Il coûte 5, 9 de patates, 4 de vie, home 6. Excusez-moi, et pour chaque compagnon que vous désignez, ce Séide a plus 1 en force. Bon voilà quoi. C'est pas non plus Sauron à 24 de force, damage plus 2, endurant. Enfin, ça, c'est Fierce, donc acharné. Enduring, ça veut pas dire endurant, ça veut dire pugnace en français. Et pugnace en français, c'est apparu dans Siège de Gondor, donc c'était la 8ème série. Donc ils ont juste après, vous voyez, sorti ça. Pugnace, c'est simple. C'est en gros pour chaque point de vie en moins, pour chaque marqueur de point de vie en moins sur la bestiole, eh ben, il a plus de renforce. Voilà. Donc vous avez vu, hein, 24, puis très rapidement ça peut gonfler. Bon, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, c'était juste pour vous montrer deux autres decks sur la partie, enfin sur la règle du jeu que je vous avais proposé sur une autre vidéo. On avait regardé un deck Nazgûl et un deck, un deck Gondor Nazgûl et un deck Elf, qu'est-ce que j'ai dit, Saruman, Elf, ouf, je suis fatigué moi, Isengard, pardon. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer d'autres choses. Ça m'a fait super plaisir de regarder ça. D'ailleurs, grâce à cette petite vidéo, du coup, je vais pouvoir nettoyer un petit peu mes decks et les améliorer. Mais voilà, c'était pour ceux ou celles qui vraiment découvrent ou veulent en savoir plus sur ce jeu. Ça vous permet déjà de voir un peu les cartes manipulées, des explications sur elles, si c'est pas encore très clair. Très bientôt sur la chaîne, je ne sais pas quand, parce que j'ai peu de temps en ce moment, c'est possible que je sorte plus rarement des vidéos et pas 2 fois par semaine, mais peut-être 1 ou 0, ça peut arriver. Désolé par avance, mais voilà, je m'organise comme je peux, et là j'essaierai la prochaine fois que je tourne de faire une partie, vous la verrez sur la chaîne. À l'heure où je vous parle, donc où je tourne ça, j'ai pas de jour prévu encore, mais ça ne saurait tarder. Voilà, n'hésitez pas en commentaire, hein, si vous avez des conseils d'ailleurs sur les decks, pour ceux ou celles qui connaîtraient bien le jeu, ou mieux que moi encore, m'orienter sur des trucs qui sont nuls à jouer en fait, parce que moi je vous assure, hein, je le répète tout le temps, j'ai fait cette chaîne Mes Vieilleries pour parler de trucs qui me tiennent à cœur, mais malheureusement je n'ai pas la possibilité, je suis paumé en campagne, j'ai personne avec qui jouer, d'avancer un peu sur ces questions-là. Mais voilà, je suis dans ma petite bulle avec vous, et puis c'est super sympa. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très très bientôt pour une vidéo sur Lord of the Rings TCG ou sans Lord of the Rings TCG. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut!